Hop, voilà. Bah, comme d'habitude, hein, j'ai lancé l'enregistrement. Et donc, le replay sera disponible demain ou mercredi ou plus tard. Et bah, bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour cette troisième visio. Alors, le thème de la session, elle a un petit peu changé. On va pas vraiment parler de la préparation à l'impulsion. On va plutôt parler de la préparation à l'appel. Voilà. Les deux Du chers amis, vocabulaire. Francis et Manu qui m'ont précisé ce petit changement. Il n'y a pas de souci, ça rejoint de toute façon la thématique globale qu'on avait prévue. Donc, comme d'habitude, hein, je refixe un petit peu le cadre. Donc là, ces visios sont organisés conjointement par l'ETR de la LIFA. Donc, Francis et Manu font partie, sont également entraîneurs au pôle de au pôle de Beaune. Pas de lapsus, attention. Nous, on risque de moyennement apprécier. Donc, ils sont bien entraîneurs au pôle de Fontainebleau, de Beaune, je vais y faire. Et, euh, et on le fait aussi conjointement avec l'AUFA, donc qui est l'amicale des entraîneurs d'Île-de-France, donc qui organise également des colloques et qui nous soutiennent là sur ces visios. Voilà. Donc, lors de l'intervention, surtout, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un échange interactif. Donc, dès que vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous n'hésitez pas à soit écrire, soit prendre la main, enfin, à poser vos questions. Voilà, il y a pas de souci. On est là pour échanger, hein, ce qu'on veut dans le cadre de ces visios. Hein, on le dit et on le répète depuis la première, c'est prolonger un petit peu ces discussions qu'on a lors des compétitions. Et bon, c'est vrai que pour nous, ça va être compliqué, notamment en Île-de-France là, cette année. Je pense qu'on va passer plus de temps dans nos voitures à aller en compétition qu'à se voir sur les lieux mêmes de compétition, vu qu'on va être un peu disséminés partout. Donc, autant profiter de ces soirées pour échanger les uns les autres. Voilà. Et ben écoutez, les gars, je vous laisse la parole. La soirée est à vous. Merci Fred. Tu me redonnes la main pour que je balance le PowerPoint, s'il te plaît. Ouais, 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 ouais. Tac. Tac. C'est bon. Tu es désormais animateur. Yes. Merci, monsieur. Ça, c'est de la progression, ça. C'est de la promotion, ça. Promotion. Allez, c'est partagé. Hop, on va grandir. Bon, tout le monde le voit. Et Vous êtes en train de partager l'écran. Là, j'aimerais juste le mettre en plus grand. Tout bon, le monde voit bien l'écran, ouais, c'est bon? 1, 2, 1, 2. Pour moi. Oui, oui, C'est c'est bon bon. pour toi, On voit bien. Patrice? C'est bon, on voit bien. C'est Ouais. parfait. Ok, impeccable. Vous l'avez en grand écran, non? Ou vous l'avez en modèle réduit? Euh, non, moi j'ai un Ok, plus grand que vous en tout cas. Vous, ok. vous êtes un Bon, peu bah, très petit bien. et ouais, Bon, voilà. ok, bon, bah, super. Donc oui, donc comme le disait Fred, en fait, on a renommé donc l'intervention. Donc c'est juste une question de terme, hein, donc préparation à l'appel et non préparation à l'impulsion tel qu'on avait communiqué en amont. Et donc la préparation à l'appel, hein, comme c'était précisé, donc c'est une notion qui est commune aux quatre sauts athlétiques. Donc pour commencer, on a fait une première diapo avec donc des définitions. Donc définition et où donc justement on marque la différence entre l'appel et l'impulsion. Donc l'appel qui est donc est une donnée donc plus large que l'impulsion. non, c'est pas pareil. C'est plus large. Ouais. Pas pareil. Il y a une qui est une notion physique et l'autre qui est une. C'est pas à mettre sur le même plan. Mais bon, vas-y, on enchaîne. Bah vas-y Non, non, du vas-y, coup. vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Donc la définition, vous la lisez. C'est souvent simplement un problème de sémantique pour que on utilise les bons termes de la langue française. Euh, la- on, s- on prend un appel en saut athlétique
et on se donne une impulsion. L'impulsion, c'est une notion physique qui est un synonyme de la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc, à la suite d'un appel, le corps a emmagasiné une certaine quantité d'énergie sous forme de masse fois vitesse. Voilà, c'est pour ça qu'on a changé le terme, c'est parce que ça ne veut pas dire la même chose. C'est juste ça. C'est comme le rythme, ça ne veut pas dire la même chose que la cadence. C'est comme voilà. C'est simplement pour essayer de replacer le débat en parlant français, en ne se trompant pas. C'était juste pour ça. OK, tout le monde a lu. Vas-y, enchaîne. Tout le monde a lu, c'est bon pour vous? Ces deux notions? On enchaîne. Donc, sur cette diapo, en fait, on est parti donc, des différentes spécialités. Et donc, l'idée qu'on s'est posée pour chacune de ces spécialités, donc pour les 4 sauts, c'était donc comment s'organisait-on, donc dans quel but donc allait s'organiser donc l'appel. Et, et en fait, le but, simplement pour les sauts horizontaux, l'idée donc est d'orienter donc l'appel vers l'avant et pour le saut vertical donc vous avez des angles qui sont affichés donc le saut vertical donc qui est la hauteur où le but là recherché est plutôt donc de s'orienter pas vers l'avant mais vers le haut. Pour dire les choses de manière très très simple. Donc, la dernière visio, on l'a faite sur la course d'élan. Ouais. Et donc, celle-ci, on va plus se focaliser sur la préparation à l'appel, donc les derniers appuis de la course d'élan globale. Donc les derniers appuis, hein, bien souvent on parle de. Après, ça dépend des entraîneurs, hein, mais on parle souvent donc de la liaison course-impulsion, là pour le coup, à partir des 5 derniers appuis, voire des 3 derniers. Parce que c'est souvent là, en fait, qui se passe des choses relativement spécifiques et donc qui visent donc à préparer donc, l'orientation du sauteur donc, vers des angles d'envol plus ou moins importants. Par l'allemand derrière. Donc, on vous a remis, là, comme on en avait parlé donc, lors de la précédente intervention, hein, donc le triple saut, la longueur et la perche, on est sur des angles d'envol relativement similaires. Donc, de l'ordre de 18 degrés pour la longueur. Et le triple saut, on serait sur des ordres de grandeur un tout petit peu inférieurs, avec un saut donc, qui serait davantage rasant. Et la hauteur, on est sur des angles d'envol qui sont de l'ordre de 50 degrés. Et ce qu'on peut dire par rapport à ces angles d'envol, c'est que plus l'angle de décollage sera important, plus la prise d'avance du bassin sur la ligne d'épaule sera marquée. Donc en l'occurrence, en hauteur, c'est là du fait que l'angle d'envol soit plus important que pour les autres disciplines, la prise d'avance, là, pour le coup, est beaucoup plus marquée qu'à la longueur, qu'au triple ou qu'à la perche. Donc, juste un petit détail, pourquoi au saut en longueur, au triple saut, en particulier, les angles d'envol ne sont pas proches de 45 degrés alors que les notions physiques donnent une optimisation en balistique des éjections à 45 degrés, c'est simplement parce que le corps humain n'est pas capable de résister à des pressions à pleine vitesse qui vous envoient à 45 degrés. Si vous cherchez à sauter en ayant un angle d'envol plus important, ben vous allez à la rupture, donc c'est une adaptation. C'est totalement une adaptation. Si on cherche à lancer un projectile le plus loin possible à vitesse constante, bah, il vaut mieux le lancer à 45 degrés, il ira plus loin. Mais par contre, si c'est un corps humain et qui débute son chemin par un contact au sol, eh ben, ça ne sera pas possible parce qu'on arrivera à des fractures, à des ruptures en général. Donc c'est pour ça que
Les angles d'envol du saut en longueur en particulier sont plus faibles que 45 degrés. C'est parce que l'humain n'est pas capable à ces vitesses-là de s'envoler avec ces angles. Donc c'est un compromis à trouver. Et le compromis à trouver, il est aussi en fonction des gens. On a donné un ordre d'idée à 18 degrés, mais évidemment, il y a des gens qui sautent Oui, bien sûr, avec des angles c'est fluctuant. C'est fluctuants les moyennes. à 5-6 degrés près. Quand on regarde la bibliographie, à 5-6 degrés près, il y a des choses qui sont possibles de faire. Et comme tu le disais là, justement là, précédemment, les angles d'envol aussi sont étroitement corrélés avec les vitesses d'approche. Sur les sauts horizontaux, on a des vitesses d'approche qui sont beaucoup plus élevées, ainsi que des vitesses de décollage qui sont beaucoup plus élevées que dans les sauts verticaux, où les contraintes, comme le disait Manu précédemment, sont... J'admets quelqu'un. Donc je le disais, oui, sans hauteur, les contraintes du fait de l'angle d'envol étant plus importantes, les contraintes mécaniques et ostéo-articulaires sont d'autant plus importantes. Donc, ce qui explique aussi que les sauteurs en hauteur ne peuvent pas arriver à des vitesses d'approche, ou en tout cas tenter de décoller. On parle de vitesse optimale, c'est une notion dont on avait parlé aussi sur l'intervention précédente. La vitesse optimale étant la vitesse maximale qu'un individu est capable de produire, mais pour sauter. Donc, à nuancer vraiment, vitesse maximale, vitesse optimale. Une vitesse max, c'est une vitesse max qu'un individu lambda est capable de produire, et une vitesse optimale est en liaison avec l'appel et l'impulsion qui doit en découler derrière. N'hésitez pas à nous Si interrompre. quelqu'un a des remarques là-dessus, parce qu'on disait, c'est pas seulement si vous n'avez pas compris, je suppose que tout le monde comprend ce dont on parle. Si quelqu'un a des remarques sur justement ces différentes notions d'angle d'envol ou des expériences à partager, n'hésitez pas. Il y a pas de... C'est des notions, moi, dont on parle aussi beaucoup dans les différentes formations fédérales auxquelles j'ai eu la chance d'assister. On parle souvent aussi donc, de PR Ouais, tu produire. allais vite, je vais faire comment pour Donc, vous avez certainement Et du coup, déjà dû entendre les notions de PRU. 16 participants. Ouais, Est-ce faites qu'il y a la file de la journée par attention avec vos micros quand vous les activez. Si vous avez vos micros et que vos enfants regardent un dessin animé derrière, Tu peux, faudrait les tu peux avoir la main sur les micros, Francis, pour les couper. Ah ouais, ça marche. Ça marche. Ouais, je vais essayer de les laisser libres là, dans un premier temps, essayer de faire Ouais. juste attention là quand vous les réactivez. Encore une fois, on est pour l'interaction, donc n'hésitez pas à activer vos micros pour nous couper, faire des remarques, demander des précisions si on n'a pas été clair sur certaines notions. Donc, ce que je disais précédemment, là, c'était qu'on entend aussi souvent parler donc, j'allais dire dans la littérature, mais dans les différentes formations fédérales, quand on parle donc, des sauts athlétiques, d'une phase de production qui est corrélée, donc production d'énergie, qui est apparentée donc, à la phase de la course d'élan, la phase de restitution, donc qui est corrélée à la phase de la liaison course-impulsion, et l'utilisation, la phase d'utilisation, c'est toute la phase donc, de suspension et de gestion de la réception dans les différents sauts athlétiques. Là, nous, en l'occurrence, là, pour refaire un petit laïus pour refaire un point très précis sur notre intervention d'aujourd'hui, là, on est plus euh, sur la restitution donc, de l'énergie produite dans la course d'élan. En l'occurrence, donc, dans cette fameuse phase de liaison course-impulsion, où les notions de production d'énergie et d'utilisation d'énergie avec le moins de perte de vitesse possible et d'énergie possible sont fondamentales et conditionnent l'optimisation de la performance. Je me permets juste une remarque comme ça, j'y pense pendant que vous êtes en train de présenter le truc. C'est vrai que souvent dans cette phase de restitution, donc qui pour moi en longueur
correspondrait à peu près aux 3 derniers appuis. Et vu que je suis un peu dyslexique, pour moi, c'est ce que j'appelle l'impulsion. Comme ça me simplifie la vie. Et en général, c'est comme ça que j'en parle quand je suis en formation, même si sémantiquement, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas très, très grave. Mais j'ai quand même l'impression que par moment, et, et globalement, hein, on oublie justement de parler de cette phase-là de préparation du saut. Et que souvent, on demande, et souvent quand on est au bord du sautoir, on entend les gens dire oui, cours jusqu'à la planche. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu as un gamin qui arrive avec beaucoup de vitesse et qui, bah, n'ayant pas préparé son saut, se retrouve surpris et met pas les bonnes intentions, en fait. Et ça reste que mon avis, hein. Je pense que c'est quand même important d'insister sur cette phase-là, des 3 derniers appuis qui sont les moments, notamment en longueur et sûrement aussi en hauteur, qui est marqué du coup par la courbe. Tu me dis si je. Enfin, vous me dites tous les deux si je me trompe, parce que je suis un peu moins spécialisé au niveau de la hauteur. Mais c'est vraiment ce moment-là où bah, l'athlète devient sauteur et où il prépare son saut, quoi. Et je trouve que dans notre approche, des fois, on l'oublie un petit peu. On fait beaucoup d'exercices de hop, on le dit ça aussi, mais dès qu'on passe sur le global, on oublie que c'est cette phase-là qui fait qu'on devient un sauteur, quoi. Et où il faut se transformer, passer du sprinter au sauteur. Ouais, exactement. Du sprinter ou du coureur au moins, parce que même si on n'est pas à fond, on n'est pas vraiment un sprinter, mais du coureur au sauteur. Ouais, ouais. Et On est d'accord un- pour dire que c'est une phase qui est Techniquement essentiel. techniquement essentielle, fondamentale, hein. Ouais, c'est clair et net, hein. et, est-ce que tu as bah, du coup, Manu, est-ce que tu as ce transfert-là aussi à la perche ou vu que tu as l'utilisation de l'engin, c'est encore une approche un peu différente? Bah, exactement, les contraintes sont exactement les mêmes. Mhm. Après, l'organisation n'est pas exactement la même, on en parlera tout à l'heure. Du fait qu'on porte un engin, donc le fait de porter un engin, ça modifie la hauteur de centre de gravité selon si on le porte avec les mains en bas ou avec les mains en haut. Donc ça modifie la hauteur du centre de gravité de l'engin global qui est le sauteur plus la perche, mais les intentions restent totalement les mêmes. Et c'est l'objet de la suite de parler de l'organisation et des points communs qu'il y a entre les derniers appuis des courses d'élan. Yes. Bah, du coup, ça fait la transition avec la diapo suivante. Donc, bah, on a listé les différents points communs, hein. Après, c'est pas une liste exhaustive, hein. N'hésitez pas à intervenir si on a oublié quelque chose ou s'il y a même des choses qui vous interpellent, hein, et qui ne sont pas très claires. Donc, les différents points communs là, donc, sont listés, hein, au nombre de 5. Donc, transposables d'une discipline athlétique, enfin d'un saut à un autre. Donc, les points communs, on a commencé donc par. L'augmentation de la pression au sol, c'est certainement ce dont tu parlais, Fred, d'expliquer en gros qu'un sprinter, il va courir avec une intention de continuité, de continuer à courir longtemps, enfin longtemps, au moins des dizaines de mètres. Et le sauteur, il va chercher à préparer son appel. Et donc, en voulant préparer son appel, il va essayer d'augmenter la pression qu'il met sur le sol parce que c'est une histoire d'action-réaction. Donc, plus tu vas mettre de pression, plus tu vas être envoyé. Voilà. Donc ça, c'est certainement le premier des points communs et aussi le plus essentiel. Moi, j'ai souvent tendance à dire, je trouve que c'est une image qui parle plutôt bien aux athlètes. Je parle souvent, mais en plus en hauteur, on va dire que c'est peut-être un peu plus facile parce que la course d'élan est un peu plus courte que dans les autres sauts athlétiques, mais j'ai tendance à leur demander sur chaque appui d'imager le discours en leur demandant d'ajouter un plus sur chaque reprise d'appui. Plus, 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 plus. Et voilà. Il y a peut-être d'autres moyens de faire passer aussi le message, mais oui, oui. Donc ce point commun, donc augmentation de la pression au sol, donc ça fait partie des premiers points qu'on a, qu'on a listés. Comme le disait aussi Manu, donc ensuite on a mis l'augmentation de la fréquence gestuelle. Donc là, c'est pareil, c'est une adaptation du corps humain. On pourrait croire que si on arrive à 10 mètres par seconde je sais pas, on va dire, pour faire simple, 4 foulées de 2,50 m en une seconde, on a le même potentiel
de restitution d'énergie que si on arrive avec 5 foulées de 2 mètres en une seconde. On arrive avec la même vitesse, à 10 mètres par seconde. Mais le corps humain réagit de telle manière qu'une fréquence supérieure prépare le muscle par l'intermédiaire du système nerveux beaucoup mieux à une grande restitution. Donc évidemment, tout ça dans des proportions logiques. On ne va pas se mettre à faire 10 foulées d'1 mètre en une seconde parce que là, on perd complètement en efficacité et en amplitude, mais on a intérêt, le corps humain est fait de cette manière qu'on a intérêt à augmenter la fréquence gestuelle avant de prendre un appel. On regardait le chat en même temps. On a parlé tout à l'heure de prise d'avance des appuis. Donc, des appuis sur le bassin et du bassin sur la ligne d'épaule. Donc, certaines disciplines sont où la prise d'avance est plus marquée que d'autres, mais on retrouve ce point commun aussi bien au triple saut, en longueur qu'à la perche et au triple. L'abaissement du centre de gravité. Donc, qu'est-ce qui va changer là-dessus? Évidemment que plus la prise d'avance est importante, plus l'angle de décollage va être important. Voilà. Donc, évidemment, si on recherche, comme au triple saut, un passage sur l'appui pour conserver de la vitesse avec un angle de décollage plus faible, on aura une prise d'avance des appuis inférieure à un saut en longueur, et de même, en longueur, on aura une prise d'avance des appuis inférieure à celle qu'on recherche au saut en hauteur. L'abaissement du centre de gravité, qu'on observe bien souvent sur l'avant-dernier appui. Donc ça, c'est commun. Cette recherche, elle est commune. Elle est beaucoup plus marquée sur la longueur et la hauteur aussi. Elle est un petit peu moins marquée sur le triple saut, évidemment, pour les raisons qu'on vient de vous dire. C'est que le triple saut, il y a quand même une composante un petit peu particulière. C'est qu'une fois qu'on s'est donné le premier appel, il y en a un autre après, puis encore un autre. Donc, on ne peut pas tout lâcher sur un, parce que si on s'élève trop, on s'écrase et après, c'est fini. Et à la perche, qui n'est pas du tout marqué à la perche, parce que l'élévation du centre de gravité est faite par le fait de lever les bras, et donc de lever la perche. Le fait de porter une perche qui fait 3 kg et de l'amener de 90 cm d'altitude à 2,30 m d'altitude, ça augmente naturellement la hauteur du centre de gravité. Donc, il n'y a pas besoin d'abaisser le centre de gravité pour pouvoir le réélever après. Et le dernier point que l'on a listé, donc c'est l'armée du pied d'appel, donc cheville flex, pied armé, qui est plus ou moins prononcé. On le verra tout à l'heure dans les vidéos d'illustration qu'on vous montrera. Il est plus ou moins prononcé chez certains sauteurs, pardon. Ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue dynamique, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur la fréquence gestuelle, c'est que d'un point de vue mécanique, en fait, le fait d'armer un pied, ça prépare une reprise d'appui plus active, avec les notions de mise en tension-renvoi, où on joue justement sur l'élasticité musculaire. Est-ce que vous voyez, nous, on a parlé vraiment de ce qui nous semble. Salut, à demain, rentrez bien. À demain. Bonne nuit, Comme à ça. la prochaine. Rentrez pas trop tard quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, nous, on a parlé de ce qui nous paraissait essentiel, donc on a trouvé 5 points, mais évidemment, je pense que si on veut chercher plus loin, on peut en trouver d'autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres idées pour compléter ces 5 points? Et on est vraiment parti sur nous des points communs. On a essayé de s'éloigner un petit peu des spécificités qu'on pourrait retrouver chez chacune des différentes spécialités. On est vraiment parti des points communs. N'hésitez pas, vraiment, on a envie de partager tout ça avec vous. Moi, j'ai pas de points supplémentaires, mais je voulais juste poser une question par rapport à l'abaissement du centre de gravité. Est-ce que c'est... Enfin, j'ai ma réponse dans ma tête, mais est-ce que c'est une intention ou c'est une conséquence du point qui est juste au-dessus de la prise d'avance? Ce sera une conséquence. Ok. Pour moi, ce serait une conséquence. Et surtout, en fait, un des facteurs, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure,
Ce qui est surtout important dans l'enchaînement des appuis et dans la préparation à l'appel, c'est surtout l'accélération sur les derniers appuis. Si on cherche à accentuer euh, l'abaissement du centre de gravité, donc le fait de descendre sur l'avant-dernier appui, de manière indirecte, en fait, on Ouais, perd de la c'est vitesse. Si on cherche à l'accentuer, ce truc-là, on va perdre d'autant plus de vitesse et donc du coup, ça sera pas forcément, bénéfique et optimal pour la performance derrière. Ok, ça marche. Merci. Là, en parlant de ça, tiens, une petite parenthèse, on soulève un problème qui est lié à l'entraînement sur élan réduit. Je m'explique. Il y a des gens qui parlent en même temps. Ouais, je pense que c'est James Bonchard. Est-ce que tu nous entends, James? Ou plus le micro. Tu vas être obligé de désactiver ton micro. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait que plus on va lentement et plus on est capable de décoller avec un angle important. Et que l'angle idéal de décollage, par exemple, au son longueur, si on n'était pas un humain, si on était un projectile lambda, serait de 45 degrés. Donc évidemment, si on saute avec 4 foulées d'élan, on est plus efficace avec 4 foulées d'élan à décoller à 30 degrés qu'à décoller à 20 degrés. Donc ça pose un problème. Est-ce que quand on s'entraîne sur 4 foulées d'élan, on cherche à être efficace sur 4 foulées, ou est-ce qu'on cherche à travailler l'angle de décollage qu'on aura quand on sera sur l'élan complet? Et ça n'implique pas du tout les mêmes intentions. Quelqu'un qui va, je sais pas, qui va dire sur 4 foulées d'élan, je vais sauter à, je sais pas moi, 5 mètres 20, il se dit que peut-être que s'il décolle avec 30 degrés, il ira à 5 mètres 40. Donc s'il recherche la performance sur 4 foulées, dans le travail de son but ultime qui est d'aller loin avec 16 ou 18 ou 20 foulées d'élan. L'efficacité en termes de performance sur élan réduit n'est pas forcément quelque chose à travailler. Ça, c'est un avis. Après, on peut débattre. Fred, l'entraîneur de son longueur, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je fais pas de 4 foulées, je fais du 6, mais je cherche Même, pas, ouais, c'est pareil. je cherche pas la perf. Pour moi, c'est plus quand tu es dans un travail de force, un travail de renfort spécifique, quoi. Voilà, hein. Il y a pas de... Pour moi, le vrai spécifique, c'est quand tu es t'es proche de ton élan complet, quand tu es au-delà de 12 foulées. Là, tu travailles des vraies intentions. Et on voit souvent l'entraînement, surtout le travail chez les jeunes, des gens qui font des petits concours sur 6 foulées d'élan. Ouais. Et un concours sur 6 foulées d'élan, si on veut être performant, finalement, c'est techniquement contre-productif. Ah bah, là, t'es pas. C'est. Comment dire? Ça peut être la fausse bonne idée. Alors, fausse parce que tu vas pas être juste dans la spécialité. Tu vas pas être juste techniquement. C'est ce qu'on était en train de dire. Par contre, là où ça peut être la bonne idée, c'est dans l'idée de challenge. Et voilà. Voilà. Là, Alors, pourquoi on le fait? là, on est correct. Il n'y a pas de souci sur l'idée de challenge du concours où, bah voilà, sur chaque essai, cherche à aller plus loin, peu importe comment tu t'organises. Voilà. Mais effectivement, après, si tu cherches le travail plus spécifique, qui se rapproche le plus possible des conditions de compétition, ça se fait sur des élans d'au moins 12 foulées ou sur ton élan complet. Et encore, même sur 12 foulées, c'est Tu vas encore. pouvoir aussi le faire sur 6 foulées, mais avec l'intention d'avoir des décollages, des angles de décollage proches de tes angles réels. Oui, aussi. Se dire, voilà, l'intention que j'ai, c'est pas de monter, mais c'est de venir traverser la planche et perdre le moins de vitesse, ouais, perdre le moins de vitesse possible. En train de réfléchir, j'ai pas ces soucis-là à la hauteur, je crois. Je pense que vous n'arrivez pas assez vite. En en réduit ou complet, déjà comme les vitesses d'approche ne sont pas. Tu l'as forcément, mais Sont à des moindres. degrés moindres. Ouais, je pense que c'est Tu moins l'as à des accentué. degrés moindres. Ouais. Mais Ouais. tu l'as obligatoirement Parce que quand même même. sur un élan réduit, Bah, Francis, vous êtes déjà sur un élan réduit, hein. voilà, sur 3 ou 5 appuis, là, tu vois, en sachant que les courses des langues les plus longues, souvent, sont sur du 9 appuis, donc 8 foulées. Ouais, quand on est sur 3 du 5, on se rapproche quand même déjà beaucoup plus que vous de nos élans complets.
Et du coup, la vitesse terminale, du coup, Et reste plus proche. relativement proche de ce Oui. qu'on fait sur élan complet. Et donc, du coup, ouais, le saut est peut-être moins dénaturé par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Alors que tu vois, au triple, il y a quand même un intérêt, des fois, de travailler vraiment sur du court. C'est justement pour ces notions de pression au sol, vu que tu as des reprises à chaque bond. Et quand tu travailles sur un élan court que tu maîtrises, 4, 6 foulées, tu as justement le temps de sentir ces pressions et de passer sur l'appui. Si tu te rajoutes des foulées, eh ben, tu perds un petit peu cette qualité-là. Donc ça aussi, c'est peut-être le truc aussi à dissocier entre la longueur, le triple, la hauteur. Tu as ce travail-là aussi au triple, où tu as toutes ces reprises, ces rebonds, où tu dois être efficace et efficient sur tes reprises d'appui, quoi. Et là, de toute façon, là, les questions, là, ce qu'on soulève, c'est aussi fondamental. C'est qu'à un moment donné, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on saute sur élan réduit, pourquoi est-ce qu'on saute sur élan Mhm. complet, et derrière, mettre un sens à tout ça, quoi. La plupart du temps, pour reprendre ce que tu disais un petit peu, Fred, en tout cas, moi, quand je travaille sur de l'élan réduit, c'est pour un travail analytique. Et je me dis il va être plus facile de ressentir ou de travailler des choses techniquement avec des vitesses d'approche et avec des élans donc, un peu plus courts. Et à partir du moment où je considère que techniquement, c'est relativement juste, et en tout cas, ce qu'on cherchait à travailler est présent, hop, bah, derrière, j'essaye de globaliser ça, ou en tout cas de faire des choses avec un peu plus d'élan et un peu plus de vitesse. Je pars du principe que avec un élan réduit, les choses sont plus faciles à mettre en place, du fait justement de ce que tu disais tout à l'heure, hein, les vitesses d'approche qui sont moindres, les contraintes musculaires et ostéo-articulaires aussi qui sont moindres. Et du coup, c'est censé être plus facile à mettre en place. Voilà. Après, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné aussi, l'objectif peut être de se dire, eh, les gars, aujourd'hui, même si on est sur l'élan réduit, quelle que soit la discipline, même si on s'éloigne un petit peu du truc, l'objectif aujourd'hui, ou en tout cas sur cette situation pédagogique que je vous propose, c'est un petit concours où on va chercher à l'emporter, quitte à sortir un petit peu des angles d'envol et on aurait couramment l'habitude d'utiliser sur un élan. Ouais, n'hésitez pas à intervenir aussi les autres. Merci pour tes interventions, Fred, c'est cool. J'ai vu qu'on avait des triples là qui nous avaient rejoints aussi. J'ai vu Gaëtan, je crois. N'hésitez pas. Salut l'équipe, salut, salut. J'espère que vous Salut, allez bien. salut. Ouais, bien, bien, ça va. Merci et toi? Très, très, très bien. Bah, écoutez, je sais pas parce que je viens d'arriver, donc j'ai pas trop. Ouais, j'ai vu ça. Non, en fait, j'ai dit là, en fait, là, l'idée vraiment de l'intervention, là, n'hésitez pas à faire des remarques, à même intervenir. Voilà. Bah, Gaëtan, en tant qu'entraîneur de triple, tu vois, moi, personnellement, ton avis m'intéresse. Est-ce que quand tu travailles sur élan réduit, euh, tu recherches les angles de décollage spécifiques à l'élan complet ou est-ce que tu recherches des angles de décollage un petit peu plus élevés qui sont plus efficaces sur élan réduit mais qui seraient moins efficaces sur élan complet? Voilà. Quand je travaille sur élan réduit, je ne cherche pas les angles d'élan complet, parce que c'est deux sports différents en fait. Donc il faut que l'entraîneur ne se trompe pas sur son objectif de séance. Et les appuis ne sont pas les mêmes. Pour preuve, ce week-end, il y a un athlète qui a fait 16 mètres sur élan complet. Et à l'entraînement, il saute sur 16 mètres sur 4 foulées. Donc là, ça prouve que c'est deux sports différents. Et euh, donc, quand en général un entraîneur travaille sur élan réduit, c'est pour travailler sur quelque chose. Travailler ses temps de saut, travailler son relâchement. Ouais. Mais en travaillant sur élan réduit, il travaille pas du spécifique en réalité. Ouais, il n'est pas sur du spécifique, non, pas du tout. Il est sur des thématiques, sur des thèmes. Si on veut être sur du spécifique, trip par exemple, il faut passer sur 8, entre 8 et 12 foulées. Et là, on va plus se rapprocher, de la problématique qu'on peut avoir sur élan complet. C'est-à-dire que sur élan réduit, on n'aura pas les mêmes problèmes que sur élan complet. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a des gens à l'entraînement sur élan réduit sont très très forts et le week-end, ils ont du mal. Après, il y a une solution, hein. Si tu sautes 18 mètres sur 6 foulées d'élan, prends
Peut-être, hein. Et pour preuve, je crois que sur 6 foulées arrêtées, Taylor, je crois, il a 16 mètres, hein. Tu vois, c'est rien d'exceptionnel. Il a 16 mètres la semaine où il fait champion du monde, quoi. À l'échauffement, grand championnat, sur 6 foulées, il a 16 mètres, quoi. Et au taquet, quoi. Tu vois. Donc, faut faire vraiment attention sur cet aspect-là. Et si mentalement, l'athlète n'est pas préparé à gérer ses émotions, bah, après, en compétition, il vrille, quoi. Ok. Allez, on enchaîne. Ta, ta, ta. Euh, donc, les derniers appuis de la course d'élan, les spécificités donc, propres à chaque discipline. On en a déjà parlé, mais bon, voilà, hein, c'est un petit rappel. Donc, je vais commencer par la fin, parce qu'on n'en a pas parlé, hein. Tout ce qui est abaissement du centre de gravité, prise d'avance du bassin, on en a déjà parlé, hein. On en revient, on le redit rapidement, hein, c'est que plus les angles de décollage sont importants, donc plus la prise d'avance est marquée. Donc, prise d'avance de la moins importante à la plus importante. Donc, dans les sauts athlétiques, on a le triple dans l'ordre, la longueur, la perche, c'est sensiblement la même chose. Et la hauteur, où on a une prise d'avance un peu plus marquée, qui est donc liée aux angles de décollage. Spécificité des différentes disciplines. Si tu veux parler de la perche. On a parlé tout à l'heure de l'inutilité de l'abaissement du centre de gravité et soit la perche du fait qu'on lève les bras, mais il y a quand même une spécificité très particulière qui est d'abaisser l'angle sol-perche, c'est-à-dire que le bouchon de la perche, quand on court, il est à peu près, si on a une perche de 5 mètres, il y a un moment où avec un petit angle, il peut se trouver à un peu plus de 5 mètres du sol. Et au moment de sauter, bah, il doit être à 20 cm sous le sol, c'est-à-dire vu que le butoir est enfoncé d'une vingtaine de centimètres. Donc, il faut l'abaisser de à peu près 5 mètres progressivement sur les derniers appuis. Et vous imaginez bien que si vous avez un bâton relativement lourd que vous laissez tomber devant vous, bah, ça va vous embarquer les épaules vers l'avant et ça va vous mettre en difficulté sur votre capacité à continuer à courir vite. Donc, évidemment, il y a un gainage particulier à mettre en place, il y a une organisation particulière. Souvent, l'organisation, c'est de ne pas essayer de contrôler la descente de la perche, mais plutôt de la laisser tomber progressivement, d'essayer de mettre le moins de traction possible pour pouvoir être le plus relâché possible. Donc, cette organisation, le fait de devoir baisser le bouchon de la perche pour lever les bras, ça crée un problème qu'il faut anticiper. Il faut anticiper par le gainage et souvent, bah, les perchistes, ils essayent de rester le plus grand possible et le plus gainé possible au niveau lombaire parce que le fait de baisser la perche, bah, ça les embarque vers l'avant. Ce qui n'est pas le cas des autres activités, évidemment, parce que les autres n'ont pas des choses à tenir dans leurs mains. Ce qu'on peut dire aussi sur les spécificités là, donc des derniers appuis de la course d'élan, c'est que bon, nous, en tout cas, là, sur les diapos, on a présenté 2 diapos où on fait vraiment des spécificités au niveau des membres inférieurs et au niveau des membres supérieurs. Donc, au niveau des membres inférieurs, il y a des appuis qui vont se poser différemment, hein, avec des reprises d'appui plus en talon, plus en plante, plus en pointe. Enfin, on va préciser ça. Des prises d'avance un peu plus marquées d'une discipline à une autre. Et aussi, ce qui est important et qui fera l'objet donc de commentaires sur la diapo suivante, c'est au niveau des membres supérieurs, où on voit aussi que là, du coup, on passe d'une opposition contralatérale, une opposition bras-jambes, lorsqu'on est en position de course, hein, et sur les 3 derniers appuis, on voit une action des bras qui tend à évoluer différemment d'un sauteur à l'autre. Avec 2 grandes techniques, hein, connues de tous, hein, l'école russe et l'école polonaise. Concernant le sport en hauteur, Ouais, continue. non, en fait, là, j'allais me proposer, là, moi, de me faire les spécificités donc, des derniers appuis donc, de la course d'élan au niveau des membres inf.
Après, à la limite, comme on a des spécialistes longueur et triple à présent, je vous invite éventuellement à compléter ce qu'on dira tout à l'heure ou même à prendre la parole. On peut imaginer Fred éventuellement sur la longueur, si tu veux bien, et Gaëtan éventuellement pour le triple. Donc moi, je commence par la hauteur, hein, les spécificités donc, de la hauteur. Donc c'est lié notamment à la dernière partie donc, de la course d'élan, hein, qui est une partie en virage, hein. Généralement, c'est les 5 derniers appuis. Et concernant la liaison course-impulsion sur les 3 derniers appuis, alors pareil, il y a différentes écoles. Il y a moi, on va dire, on en a parlé lors de l'intervention précédente. Je suis plus fan et partisan et dans ma manière de coacher, j'ai plus tendance à amener les gens à avoir plutôt une course d'élan en plante, donc courir en plante sur les premiers appuis. Et en fait, sur les 3 derniers appuis, donc passer donc, d'appui digitigrade, hein, sur la plante du pied sur la liaison course-impulsion sur les 3 derniers appuis, donc l'antépénultième, l'avant-dernier et le dernier, et être sur un déroulé talon-pointe. Spécificité donc, des appuis, donc voilà, on l'a dit, avec un avant-dernier appui donc, sur lequel on va observer un abaissement du centre de gravité et une prise d'avance beaucoup plus marquée que sur les autres disciplines donc, du bassin. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Au niveau des appuis également, ce qu'on peut préciser, ce qui est vraiment spécifique, c'est que les derniers appuis sont alignés. En fait, les appuis se posent presque sur la même ligne, ce qui n'est pas forcément le cas des autres disciplines et des autres sauts athlétiques. Et concernant le haut du corps, mais je l'anticipe là, par rapport à la diapo précédente, on a les incidences liées à l'inclinaison, donc l'inclinaison du corps, avec généralement une épaule extérieure, donc pour un sauteur à pied gauche, avec une épaule droite un petit peu plus haute, et la préparation au niveau des bras, on a des préparations en 2 bras simultanés à la russe ou sinon en mode scandinave avec, avec une conservation en tout cas relativement proche de ce qui se fait lorsqu'on court en opposition à un jambe. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur la hauteur, si j'étais un petit peu vite, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Euh, Fred, après, si tu veux éventuellement parler, comme tu maîtrises la longueur mieux que nous, ou Gaëtan sur le triple, hein, sur les spécificités. Nous, ce qu'on a mis, par exemple, sur la longueur, c'est on a remis hein, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, abaissement du centre de gravité sur l'avant-dernier appui, mais je pense que ça pourrait, je sais pas, je pense que ça pourrait être complété par d'autres choses. C'est vrai qu'on n'a pas mis grand-chose, Manu. Non, mais en gros, effectivement, c'est ce qu'on recherche là sur l'avant-dernier. Là, c'est cette prise d'avance qui, dans l'idéal, doit se faire avec une jambe tendue pour créer cet effet de réaction. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est que l'abaissement, il s'opère déjà sur l'antépénultième appui. Voilà, il n'arrive pas comme ça sur l'avant-dernier. C'est dès qu'on rentre là sur cette phase que moi j'appelle impulsion, donc les 3 derniers, le bassin il commence déjà à s'abaisser à ce moment-là. Donc c'est bien aussi un peu la preuve que là il se passe quelque chose et que l'intention de sauter commence ici. Après, si on revient sur les poses d'appui là sur la planche, c'est un pied à plat qui vient, euh, qui vient se fermer là sur la planche pour créer cet effet de réaction et de créer un peu, comme j'aime bien dire, venir tendre l'élastique pour après le laisser partir. Mais là où on peut avoir des différences entre les athlètes, c'est sur la pose de l'avant-dernier, où il y en a effectivement qui vont venir poser tout le pied à plat ou venir poser en plante de pied. Là, enfin pas en pointe, hein, vraiment sur la plante de pied. C'était la différence qu'on voyait notamment avec Pedroso, qui lui venait poser sur l'avant-dernier. Il posait déjà avec le pied en extension de cheville, il posait sur la plante, ce qui lui permettait d'avoir un abaissement vraiment très minime et ça s'opérait en fait par sa cheville parce qu'il était hyper fort, quoi. Et on observe aussi régulièrement des gens qui viennent poser sur l'avant-dernier à plat. Une spécificité aussi qu'on peut retrouver chez certains athlètes américains, c'est venir légèrement décaler. Alors maintenant, est-ce que c'est une vraie intention ou est-ce que c'est quelque chose qui se crée mécaniquement? Ça reste à voir. Euh,
C'est C'est pas une faute. informations qu'on peut avoir. Il y a Jean-Jacques qui est là avec nous. Peut-être Ouais, bonsoir des les choses à copains. rajouter. Salut Jean-Jacques, Bonsoir les copains. tu as des J'écoute. choses à préciser. Oh ben non, j'en apprends tout le temps, hein, vous voyez, je viens vous consulter aussi en même temps, hein. Ouais, moi, je pense que bon, tout ce que vous avez dit, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. D'ailleurs, on se connaît tous. Et puis, bon, c'est toujours bien de rappeler parce qu'on oublie, même nous, on oublie un petit peu. Alors moi, simplement, je dis que on manque de gars qui aient, je m'excuse des mots, qui aient les couilles pour sauter, quoi. Voilà. Moi, je suis allé à les conférences, la dernière, c'était à Metz, ou je ne sais plus où. Bon, je regrette, il y avait personne qui avait les couilles pour sauter, quoi, hein. Il y en a un qui a eu les couilles, c'est Jean-Marc, son nom m'échappe là. Fred, Jean-Pierre. voilà, ouais, ouais. Bon, mais je lui ai dit après, mais au début, je leur ai dit, il n'y a personne qui vraiment entrait dedans. On les voyait, les freinateurs, pas les propulseurs, les freinateurs. Il y a tellement de points que vous connaissez, et à la perche, c'est un peu pareil. Dans les 10 derniers mètres, on voit, il y a des gens, ils se mettent en situation de recul, les épaules, où on avance un peu le retrait du bassin. Enfin bon, ils ont tous leur position, il y a des respects à faire. Et nous, de loin, tous, vous l'avez constaté comme moi, je pense que c'est le respect du placement de ces derniers appuis qui fait que le gars peut sortir vite et aller loin. Et les freins, ils se les mettent parce qu'ils balisent, parce qu'il n'y a pas à faire. Si tu fais du saut à la perche, la sanction elle est immédiate. Tu repars de l'autre côté. En longueur, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse aller, on se laisse tomber dans le bac, on est content, tu vois. Ben oui, mais quand on regarde les sauts de très haut niveau, ben vous les avez tous regardés comme moi, les mecs, ils rentrent dedans, mais tu as l'impression, c'est vraiment un bolide qui arrive, quoi, mais il n'y a pas d'arrêt. Et nous, il y a beaucoup trop de freins. Alors peut-être que nous, même maintenant, avec les jeunes qu'on a, enfin, moi maintenant j'en ai de moins en moins, donc je pense qu'il faudrait travailler sur ces intentions de vitesse, sur ces passages-là, plus que sur, et puis surtout la résistance, à dire interdit de descendre, par exemple, tu vois, chez les jeunes, ou mettre des situations, mais vous les connaissez comme moi, hein, donc qui permettent de faire ces accélérations. Par contre, quand on a fini de mettre des éducatifs, il faut tout de suite revenir à l'essentiel. Et ça, moi, dans ma jeunesse, j'avais oublié un peu ça. Je restais sur les éducatifs. Et puis, on finissait la séance comme ça. Ben non, il faut s'arrêter, puis sauter plein sur 10-12 foulées, tu vois, faire au moins 2-3 sauts avant de partir d'une séance technique où on essaye de modifier des choses, mais eux, il faut leur donner les clés de la suite. Voilà les copains, autrement j'aime bien tout ce que vous dites, hein, y a pas, hein, ça m'a fait plaisir de vous entendre. Fred a eu la gentillesse de m'activer. Voilà, c'est toujours plaisir d'entendre parler d'athlètes. Voilà, Avec les plaisir, copains. Jean-Jacques. Merci. Merci de ton intervention. Bonne Merci journée, beaucoup. bonne soirée à vous tous. Je vais suivre encore un petit moment. Et puis maintenant, comme je viens de rentrer de compète il n'y a pas longtemps, j'ai un âge où il faut que je pense à récupérer. C'est le mot récupération qui devient plus important. Bonne soirée à tous, les potes. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Après, il a raison sur la vitesse d'approche, la vitesse terminale. Mais malheureusement, c'est plus on a une maîtrise technique, plus on peut se relâcher, plus on peut rentrer dans sa planche. Et donc, certains qui n'ont pas cette maîtrise technique, bah, ils ont du mal à s'exprimer et à lâcher prise. Et c'est vrai qu'il faut travailler sur cet aspect-là, sur l'aspect mental, pour certains athlètes, pour qu'ils puissent rentrer beaucoup plus vite. Et ça manque un peu. Il y a, dans ce qu'il disait, il y avait la notion de peur. Et Ouais, c'est ça, mais la peur, c'est parce que tu ne maîtrises pas. la peur, il y a deux choses. Il y a une partie de la peur qui est parce que tu ne maîtrises pas, c'est clair. Et puis il y a aussi une partie de la peur que toi, tu peux être un trouillard, juste. C'est-à-dire que tu peux maîtriser, mais avoir peur de le faire quand même. Ouais. Donc voilà, il y a les deux aspects. Et c'est vrai que quelqu'un qui maîtrise son sujet, en général, a beaucoup moins peur de s'engager que quelqu'un qui ne maîtrise pas. Parce que tu ne sais pas quelle sauce tu vas te manger. Si tu maîtrises pas et que tu te lances dans un truc, tu as quand même des chances de le faire très mal. Non, tout à fait, tu as complètement raison, Manu. Et là, vos Je peux disciplines, très bien vous en parler. Moi, je ne suis pas spécialiste de longueur, je suis spécialiste de V. Donc, forcément, la technique de V, je peux te dire qu'en effet, il faut arriver vite dans la barrière, il faut courir vite. Et je rejoins Jean-Jacques, c'est-à-dire que vous avez parlé de beaucoup de choses là sur les appuis et tout ça, mais on ne parlait pas de vitesse d'approche. Mais Jean-Jacques a raison, mais je rejoins aussi tout à fait
là-dessus, c'est que si tu n'as pas de maîtrise technique, tu peux pas t'engager, quoi. Donc, il faut les deux, quoi. Il faut les deux, mais c'est clair que si on n'a pas de vitesse, une déviation de trajectoire, on n'ira pas bien loin, même si on maîtrise tout l'aspect technique de la longueur ou du franchissement de haie, quoi. Ouais. Il faut le petit grain de folie. Hein, c'est vrai, le petit grain de folie, c'est ça. Et puis, bon, les haies, c'est une fabuleuse école. Tout le monde devrait faire des haies, quoi. Il n'y a pas à faire. Et dédramatiser l'atterrissage, surtout en longueur. Bon, au trip, c'est un peu moins important, mais bon, en longueur, c'est dédramatiser l'atterrissage dans les formations avec les jeunes. Hein, tous ceux que j'ai formés, ils sautaient, ils ramenaient des deux jambes. Parce qu'après, tu sais, tu te poses, tu fais un double, un simple, tu ne sais pas, ça part tellement vite que voilà, tu vois. Moi, je vois plus d'axes comme ça. Hein. Je ne parle pas avec les vieux. Les vieux, il faut employer le mot, c'est rééducation. Moi, j'en ai toujours qui viennent demander des conseils. Je dis non, on n'est pas lourd, hein, donc on ne peut pas faire des trucs. Hein. Ah ouais, ton coach, il est super bon. Hein. Alors, non, c'est pas, ils ne se remettent pas vraiment en question. Bon, ils croient que, ben non. Alors, il y a quelques-uns qui écoutent un petit peu, mais bon, je dis le temps que je peux rester encore à donner quelques tuyaux, voir des gens, c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je suis constructeur et je ne suis pas recruteur. Je n'ai jamais été recruteur. Je suis constructeur pour faire avancer l'athlète, que l'athlète réussisse. Le reste, c'est de la littérature. Et puis, merci à Richard sur les haies parce que tu fais un super boulot. Hein, quand même, c'est bien. Voilà. Je suis ça de près. Et je vais dire ça à mon pote bourguignon demain. C'est vrai que là, Et j'aime bien la longueur aussi. Hein. Oh, mais je sais, je sais aussi. Je sais bien que tu aimes bien, bien sûr. Tout le monde, bon, on aime l'athlète. Hein, voilà. Bah, moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment, on est obligé un peu d'être un peu spécifique et pointu, un petit peu. Alors donc là, on a la chance d'avoir des pointures en face de nous, donc ça vaut le coup. Voilà. C'est bien échanger, c'est ça la construction. C'est qu'on peut avoir par exemple une idée différente. Moi, je leur interdis de descendre, ils descendent obligatoirement. Voilà, donc après, j'avais fait une espèce de jeu avec des lattes pour les obliger à accélérer sur les derniers appuis, sur les trois derniers, tu vois, mettre dans les obligations, mais il y en a quand même, tellement ils ont peur, ils viennent quand même ouvrir. Hein, donc, tu découvres des trucs. Il y a des gars qui ont fait 7 mètres. Hein, donc, mais non, mais ils se pissent dessus. Hein, je leur dis, achetez-vous des couches, hein, les gars. Oh. Ah oui. Ah oui. Et quand tu es à la perche, tu retour expéditeur sur les haies. Paf, tu cartonnes la haie ou tu te mets à plat ventre. Hein. Donc, ben là, je pense que nos sauteurs en longueur, je dis bien pour la longueur, ils ne sont pas les couillus, vraiment. Et au trip, c'est un peu pareil. Hein, le spécialiste de trip, là, le copain, là, j'ai perdu son nom. Il ne faut pas qu'il m'en veuille. Hein, je le connais, mais j'ai momentanément oublié son nom. Mais c'est pareil. Hein, quelque part, je regarde, il y a des gens qui font des échauffements. J'en ai encore vu un samedi à Clermont-Ferrand. Putain, mais à l'échauffement, tu dis, c'est un mec qui va faire 17 mètres. Hein, il a tout. Bon, et il a mal aux pieds. Je lui dis, mais moi, son coach, c'est un collègue aussi, je discute un peu, je lui dis, mais je ne comprends pas, avec la technique que tu as dans l'échauffement, que tu te fasses mal aux pieds. C'est impossible. C'est impossible de se faire mal, tellement il était bien et tout. C'est presque à monter en vidéo et à passer aux copains, tellement c'est bien fait. Alors, mais lui aussi, il est freinateur, tu vois. Donc, au bout d'un moment, quand tu viens poser au trip et puis que tu attends un peu que ça se passe, ben, ça remonte jusqu'aux oreilles. Hein. Voilà, donc, voilà. Bon, les copains, je ne veux pas monopoliser la parole. Vous avez plein de choses super intéressantes à raconter et je vais vous suivre encore un moment. C'est vrai que c'est une notion dont on parle souvent, la peur, c'est une notion dont on parle souvent à la perche. Et c'est une notion dont on ne parle pas souvent sur les autres sauts. Et en fait, c'est le même concept. C'est le Voilà. même. Exactement. Si tu as peur de te jeter dedans complètement, bah, forcément, tu viens en freinant. Et si tu freines, bah, comme tu vas moins vite, tu vas moins loin. Mais c'est moins identifiable, en fait. Il faut vraiment. C'est moins concret, je pense, pour les C'est coachs. plus fin au triple saut, on le voit moins, c'est moins perceptible. Voilà. Et c'est Ouais. la même chose. C'est la même chose. Si, les gars, si. En vieillissant, vous allez y voir. Moi, je n'ai pas besoin de vidéo. Hein. Moi, je vous le dis. En vieillissant, vous allez voir. Vous allez tout voir. Il y a des signaux qui se mettent en route avant de la préparation des derniers appuis. Bien avant.
hein, là, il y en a qui le connaissent. Mohamed Amimine, un triple sauteur, il ne saura jamais combien il vaut vraiment, parce que ce garçon, c'était le roi de l'adaptation. Mais il n'a jamais pu sauter en pleine vitesse. Par contre, il prenait ses planches parce qu'il faisait une adaptation à 15 mètres, 14 mètres. Il avait un œil extraordinaire. Mais ça se voyait sur sa course d'élan. Alors, je discutais avec lui. Là, je lui ai dit, tu ne sauras jamais combien tu vaux parce que tu n'y vas pas à fond. Donc, après, il faut lâcher un peu prise. Hein. Quand tu arrives à un certain niveau, on le voit bien. Hein. On le voit bien tous. Ah non, mais nos disciplines sont assez communes. Je parle pas. Je pense qu'on peut se servir des unes sur des autres, notamment longueur triple, même la perche pour les derniers appuis, parce que un mec qui est à la perche rentre bien dedans. S'il vient à la longueur, il va sauter. Il va peut-être pas être un super fort sautant en longueur, mais bon, il va traverser la planche, quoi. Il aura moins peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Hein. Et toi, Richard, qu'est-ce que tu nous dis, toi qui es en dehors des sauts, là? C'est bien d'avoir ta parole aussi. Non, moi je te rejoins par rapport à ça. C'est-à-dire que là, en tout début du développement, on parle beaucoup de choses, justement, d'appui, de qualité d'appui, de l'abaissement du centre de gravité. Mais la chose essentielle, c'est en effet la vitesse. Là, tu vois, on a un perchiste, par exemple, il vient de faire 6,87 au 60 mètres. Bon, ben, quand je vois sa vitesse d'approche avec sa perche, je sais pas, c'est 6,87 sur 60. Ah bah Comment voilà. on va faire pour que derrière, ça se transfère et que Ah là, bah, derrière, il puisse aller sauter à bah 5,60 oui, m, bien 5,70 m? sûr. Ouais, Donc, voilà. c'est de la maîtrise technique que tu dois développer en effet à la perche pour pouvoir ensuite optimiser la vitesse. Et voilà, ouais, Mais, bien sûr. mais je te rejoins sur l'aspect, c'est vrai que et je rejoins deux, trois intervenants qui ont fait des interventions. C'est vrai qu'on en parle à la perche, de la peur. Mais à la longueur, tu vois, c'est un truc que j'avais jamais identifié. Moi, je vois Roguisso, c'est quelqu'un qui donne pas l'impression d'avoir peur. Pourtant, il y a toujours les épaules à l'approche de la planche qui reculent et tout, donc tu Bien t'interroges. sûr, bien Alors que sûr. pourtant, c'est une nana qui elle rentre dans le tas, quoi. Tu lui mets du Ouais. 1080 en survitesse, elle y va, elle se pose pas de questions. Sur les barrières, elle a battu ses records l'année dernière. C'est ce qui a fait qu'elle a battu son record aussi, je pense, sur la longueur. C'est le transfert qu'elle a réussi à avoir sur les haies, de s'engager, de pouvoir Mm. leur faire un petit peu plus sur la longueur. Et tu Tout vois, à fait. ce soir, clairement, bah, bon, je voulais voir un peu échanger sur tout ça, mais c'est quelque chose que j'avais pas mis le doigt là-dessus, en fait. Ouais. Qu'un sauteur en longueur pouvait avoir Mm. peur. Bon, Et tu vois, ben, bien même sûr. avoir un regard Ah, particulier bien là-dessus, parce sûr. qu'un perchiste, je le savais, un hurdler, Mm. je le savais, parce que Ouais. j'ai vu des sprinteurs ne jamais devenir hurdler à cause de ça. Eh Mais c'est oui. vrai que sur la longueur, je m'étais jamais interrogé là-dessus. Alors, C'est c'est j'en pour ça avais qu'il faut parlé un peu avec Fred. en parler dans le coaching de ça. Il faut en parler dans le coaching. Bien sûr. J'avais un petit exercice, alors vous l'essayerez chez vous, hein, parce que je l'ai essayé moi, mais il y a déjà quelques années. Je prends moins qu'un manche à balai, c'est-à-dire un rond qui fasse à peu près 1 centimètre, et je mets sur un pli qui fait 1 centimètre d'épais, vous voyez, donc, et je me mets au bord. Donc, je me mets au bord et je les fais sauter sur, mettons, 4 ou 6 appuis. On commence par 4, tu vois, alors ils doivent passer. Et là, tu vois les freinateurs et les propulseurs, tu vois, avec la planche. Donc, tu ne peux pas tricher avec ton. Je dis, ah, les gars, là, on avance, on recule, on prend sur la planche avec le petit rond. Puis après, on l'enlève vite, hein, une fois qu'ils ont piqué le truc, il faut changer, quoi. Hein, tu vois. Vous avez piqué ce truc-là, autrement j'essaierai d'envoyer une vidéo à Fred, non? Non, mais c'est pas hyper compliqué à faire, et puis ça coûte pas cher. Alors, il y a une petite question sur le chat qui dit qu'est-ce qui effraie selon vous en longueur? Bah, ce qui va effrayer, c'est de venir, si tu fais bien les choses, si tu viens réagir, tu es embarqué vers l'avant. C'est-à-dire que tes Voilà, vont partir vers absolument. l'avant et que si tu fais rien, tu vas venir te casser la figure dans le sable. C'est Ouais. d'où le ciseau qui vient enrayer les rotations, d'où Voilà. l'extension où tu vas mettre tes bras, tes jambes derrière. C'est pour justement ne pas tomber la tête la première. Et c'est ça qui fait peur. Et Eh c'est ben, ça il faut aussi qui les rechercher la un tête la profil première comme dans le sable. Voilà, un c'est profil bien. comme c'est ce qui fait que bah, sur ses derniers appuis, elle vient pas appuyer. Ouais. Elle continue de courir sur la planche parce que justement, elle n'a pas ce truc de se dire je vais venir me déséquilibrer pour sauter. Elle n'était pas dans ça. Mais après, on a un autre facteur, hein, qui est très important, c'est la connaissance du corps dans l'espace. C'est-à-dire, il faut que nos actions, pour les sauteurs en longueur, il faut continuer à s'agripper dans l'espace, d'empêcher justement de créer des forces
qui continuent à aller vers l'avant, mais non pas les faire pour descendre. Un geste que tu laisses descendre, faut que ta jambe elle se tende parce que tu montes. Il y a tout un tas d'éducatifs qui se mettent dedans. Mais je pense que même à la limite, les premiers temps, ceux qui s'engagent vraiment, on peut leur demander, allez, vas-y, finis à plein ventre s'il faut, tu vois. Voilà, je pars plus comme ça, moi, hein. Au début, donc ils prennent peur un petit peu, puis après c'est presque un jeu. Je lui dis, maintenant on a créé la vraie rotation, alors maintenant on va l'envoyer, parce qu'autrement tu fais du ciseau, ça sert à rien, puisqu'on ne crée pas une rotation, on ne sort pas vers l'avant. Fred, tu es d'accord avec moi ou... Bien sûr. Voilà. Moi, un des trucs que je donne comme consigne aux débutants, c'est de venir attraper une corde, là. Tu sais, genre, ils ont une corde à attraper. Ils sautent dans le ravin, ils doivent attraper une corde. Voilà, ben c'est bien. C'est ça. Jeter dans le vide. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui fait peur, c'est d'aller créer des déséquilibres, en fait. Ouais. Tant Alors, qu'on garde le buste droit, qu'on est bien, qu'on est équilibré, on est en alors, sécurité, pas de problème. puisqu'on est dans la technique, je veux juste vous rajouter une petite bricole. C'est-à-dire, c'est le gainage en mouvement. C'est-à-dire, dans les sauts, il faut rester gainé dans les mouvements. Voilà. Hein, Fred, qui est le roi du gainage, il va les martyriser un peu. Je confirme, je confirme. Et moi, je rejoins la longueur, hein. J'ai un petit peu entraîné, mais c'est une discipline que je maîtrise moins là. Mais pour en revenir sur le danger inhérent à la discipline, c'est vrai que, à titre personnel, c'est vrai que je ne percevais pas la longueur comme une discipline pouvant être porteuse d'appréhension chez les sauteurs. Et en fait, par contre, ce que tu disais, Jean-Jacques, là, donc, oui, on constate souvent en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprétais les choses. Je constatais souvent donc, sur les derniers appuis, certains sauteurs en longueur qui avaient tendance à mettre les épaules derrière. Et en fait, je mettais ça sur le compte, je mettais pas ça sur le compte de la peur. Moi, je mettais ça plutôt sur le compte de une l'anticipation du ramener et du franchissement dans la fosse de sable. Non, mais là c'est des freins. Dès que c'est ce que je dis, nous, c'est une épreuve sans risque. Tu fais ça à la perche, retour à l'expéditeur, hein. Donc, ben oui, c'est pour ça quand je leur dis, les gars, regardez les perchistes, les sanctions, elles se payent tout de suite. Vous, non, il n'y a pas de problème, je fléchis ma jambe, je passe par en dessous. Hein. En longueur, tu vas juste moins loin, c'est tout. Oui, oui, ben voilà, oui, ben, tu fléchis la jambe, tu bascules, tu tombes dans ton sable, c'est parfait. J'ai dit, mais c'est pas ça, sur la longueur de haut niveau, vous regardez, les vidéos, j'en ai regardé comme vous tous, hein, quand tu regardes les mecs, comment ils se balancent, comment ils arrivent, et puis c'est gainé, c'est tout aligné et tout. Bon, maintenant, j'espère qu'ils se sont renforcés un peu les nôtres parce que on était un peu faiblards, hein, donc maintenant, je sais pas. Moi, je préconise beaucoup les gainages, les mouvements en mouvement et tout, voire même à un certain niveau, ils devraient faire de la barre fixe, des barres parallèles, des anneaux, je sais pas. Tu sais, moi, le peu que j'ai emmené un petit peu, on a fait des choses un peu bizarres. Moi, en ce moment, j'ai une grande qui fait du triple. Elle revient après blessure, tout le bazar. Je vais vous le faire dans le cours. Eh ben, pendant qu'elle était blessée, je l'ai emmenée chez mon copain qui fait de la boxe. Et là-bas, elle s'en est fait mettre plein la courge et tout. Et maintenant, elle reprend. Elle vient de reprendre après opération du tendon, machin et tout. Elle a fait 11,75. Il faut attendre un peu que ça se remette, hein. Voilà, elle avait un record à 13 mètres. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, j'ai trouvé une vaillante parce que faut trouver aussi des gens qui aient envie de s'entraîner. Parce que tu peux être fort, mais si le mec il vient 2, 3 fois par semaine, c'est bon pour les benjamins, les poussins, mais on n'est pas dans l'entraînement. Enfin, vous avez dû le constater comme moi, quoi. Maintenant, c'est très difficile pour que les gamins viennent à l'entraînement. Des gens doués, j'en ai eu 2, 3, là j'en ai encore une petite, mais elle va faire médecine. Donc c'est perdu. Je veux dire, bon, on sait, alors qu'elle est douée comme pas possible. Elle enregistre, elle fait du trip, elle enregistre tout comme ça. Tu sais, tu lui dis, monte le genou, pop, le genou monte, le pied est armé. C'est parfait de travailler avec des gens comme ça. Mais merde, on n'a pas de chance. Parce qu'autrement, un copain l'aurait repris après. Parce que maintenant, moi, je ne veux plus faire du haut niveau, hein. C'est fini là. C'est la dernière année avec celle-là. Après, je veux donner, s'ils ont besoin de moi, bricoler avec les gens pour le plaisir pour moi, et puis faire avancer le public, comme on dit, hein. Et puis après, je prendrai aussi du temps pour moi. Voilà. Et donner 50 et quelques années d'entraîneur professionnel bénévole,
Je dis professionnel parce que j'y allais tous les jours au stade, hein, enfin même encore maintenant, hein. Voilà, donc, mais vous connaissez tout ça, je ne veux pas vous raconter ma vie, je l'ai fait avec plaisir, pas, je ne vais pas pleurer. Mais par contre, maintenant, ils ne vont plus trouver des mecs comme nous, il va falloir qu'ils les payent, les clubs. Donc, hein, j'avais déjà parlé de ça avec Fred en long et en large. Un autre débat, ça, c'est un autre jour. Oui, oui, c'est tout. Ça sera un débat sur l'avenir de la Oui, oui, oui. Ben là, On fera une autre visio pour un ça. autre oui, vidéo oui, sur oui, l'avenir de oui, oui, l'athlétisme. oui, 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 absolument, absolument. Mais quand vous avez des postes comme ça, maintenant, les mecs, vous écoutez pas les bruits, les machins, vous avancez, vous occupez pas, vous ferez jamais l'unanimité, c'est pas possible. Alors, donc, vous avancez, s'il y a vous faites votre mission à fond et puis c'est tout. Voilà, faut pas des aboiements, des éternuements, il y en a tout le temps de toute façon. Alors, faut pas. Hein. Voilà, les copains. Ah ouais, c'est un vrai plaisir. Je Plaisir rebondis partagé, juste, Jean-Jacques. Juste, je rebondis juste sur une petite remarque là qu'il y a sur le chat oui, de Jean Martial qui me dit après, je pense aussi qu'au-delà de la peur, il y a aussi l'aspect réflexion du mouvement qu'on s'apprête à effectuer. Pour le fait, il parle du fait de ralentir à l'approche de la planche. Alors, moi, j'ai envie de dire que si à l'approche de la planche, tu réfléchis à si tu dois faire, parce que Jean Martial, si je ne me trompe Ouais, pas, tu es en longueur, si tu penses à ce que tu dois faire à l'approche de la planche, c'est que c'est déjà trop tard. ouais, Et donc, non, effectivement, là, tu ne pourras pas te projeter. non. Là, c'est qu'il y a un souci aussi. Ouais, c'est des d'approche. intellectuels. C'est un intellectuel. J'en ai comme ça. Ils sont à l'INSA. non, on en a de plus en plus un intello. Ah ouais. Alors moi, Alors, moi, de ce que j'avais compris, alors je l'avais compris différemment parce que je vais prendre l'exemple de la hauteur. oui. Sur l'aspect donc réflexion et intellectualisation du mouvement. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sauteurs, en tout cas, qui avant même de sauter, pensent à franchir. Et si je fais le Absolument. parallèle avec la longueur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sauteurs en longueur qui pensent déjà à ramener avant même de s'engager dans la fosse. Ben voilà, exactement. Tu as tout compris. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est problématique. Et là, il faut revenir aux fondamentaux. C'est ce qu'on disait sur la première diapo, c'est qu'à un moment donné, l'essence même de la longueur, du triple et de la perche, c'est de s'engager vers l'avant. L'essence même de la hauteur, c'est de s'engager vers le haut. Après, tout ce qui est gestion des rotations, gestion de tout ce qu'on veut, ça vient après. Hmm. Mais la priorité, fondamentaux, c'est de s'engager dans le saut. Et là, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que s'il y a de l'appréhension, je ne vais pas m'engager de la même manière. Si je réfléchis à ce que je vais faire derrière, je ne vais pas m'engager de la même manière. Tout à fait. Ça aura une incidence fondamentale sur la vitesse d'approche, la vitesse de décollage, Voilà. l'engagement dans le saut et la performance finale. Absolument. Mais tu as dû le voir comme moi. Il y a des gens qui ont des courses d'élan qui font, je sais pas, allez, 20, 22 foulées, je sais pas combien. Et puis dans les 5 derniers mètres, il n'y a plus personne. C'est pas la peine qu'ils prennent 1 kilomètre d'élan. Hein. Ah, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils pilotent pas l'avion. Ils veulent sortir des Formule 1. Ils sont restés avec la Dodoche de 1920. Ah non. Ah non. Il faut d'abord courir vite comme ça, 10, 12, et aller au taquet, sauter à fond la caisse et sans se déballonner. Puis après, tu sors les pneus adaptés, il faut sortir ta Formule 1. Hein, on marche un petit peu à l'envers. Alors, il y a des gamins qui arrivent et puis qui ont tout. Bon, il faut tomber un peu de chance hein, aussi hein, quand on a du recrutement. Seulement maintenant, le recrutement, ça va être de plus en plus dur. Ben, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper. Mais bon. Les questions, je pense, à se poser par rapport à ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment lever l'appréhension pour certaines disciplines, ou même là, nous, en l'occurrence, comme disait Richard, c'est vrai que moi, de prime abord, mais je ne suis pas un spécialiste comme vous de la longueur. Pour moi, ce n'était pas un problème d'appréhension, mais force est de constater, vu vos témoignages, que bah, c'est des disciplines où il y a des sauteurs en longueur qui arrivent et qui ont malgré tout certaines appréhensions. Moi, à la hauteur, une discipline que je connais un tout petit peu plus, bah, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai jamais eu d'appréhension, mais je me suis rendu compte que de nombreux sauteurs avaient des appréhensions quant au fait de retomber sur le dos et retomber éventuellement sur une barre. Voilà. Ouais. Et si on met en place des solutions pour lever cette appréhension. Et comme le disait aussi Richard tout à l'heure, c'est vrai que la perche, moi, qu'en ai très peu fait, c'est une discipline qui m'a toujours fait flipper. Hein. Le triple saut, c'est aussi... oui, c'est une discipline sur la reprise de cloche. Tu sais qu'à un moment donné, si tu en mets un petit peu trop, si tu ne gères pas le truc, et ben, à un moment donné,
bah, ça peut avoir des incidences sur ton intégrité physique. Ah Et bah oui. ces choses-là, oui, c'est comme le disait aussi très bien Manu, c'est des choses que nous, en tant que technicien de terrain, en tant qu'entraîneur, en tant que coach, il faut essayer de trouver des parades pour, en tout cas, bah, je pense que ça fait vraiment partie, ça doit même faire partie des premières séances d'apprentissage. Hein, Moi, c'est je sais lever que... l'appréhension sur Ouais, les mais haies, sur les machins. moi, je sais que les perchistes que j'entraîne, je leur signale, je leur dis, mais là, tu as peur. Puis là, la première réponse, parce qu'il y a un peu d'égo là-dedans aussi, bah non, j'ai pas peur. Ah si, tu as peur. Et tu ne pourras pas résoudre le problème de la peur tant que tu ne l'auras pas identifié. Tant que tu ne pourras pas admettre que tu as peur, tu ne résoudras pas le problème. Parce que en Ouais, réalité, tu as la trouille. ouais, Donc, bien sûr. comment Ouais, on va faire pour que tu n'aies plus la trouille? Je vais déjà prouver que ta peur est irrationnelle. Et après, on va travailler, comme disait Gaëtan, la maîtrise technique pour que tu n'aies pas peur de t'engager dans quelque chose que tu connais. Mais il y a des moments où il faut identifier le problème. Et c'est vrai que on l'identifie souvent à la perche et sur les haies. Mais il ne faut pas hésiter à l'identifier aussi Sur dans d'autres dans les disciplines. autres sauts Ouais. parce que ah la bah peur. bien sûr. Bien sûr. On passe sur la diapo suivante. En fait, donc, comme on vous le disait tout à l'heure, les spécificités, donc on en a beaucoup parlé des membres inférieurs, donc de la course d'élan. Les spécificités techniques au niveau des membres supérieurs, elles sont, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a les techniques russes et polonaises. Hein. Donc, techniques russes, hein, c'est des préparations donc d'appel avec les deux bras simultanés avec la jambe d'appel. Et polonaise, on est sur un petit peu comme sur la course, on est sur une action contrôle-latérale. Donc, pour un sauteur qui impulserait jambe gauche, il allégerait avec Le bras gauche. le bras gauche ou le bras droit, si on voit aussi des choses comme ça. À la hauteur. À la À hauteur. la Ouais. hauteur, ouais. Mais au triple, s'il appelle pied gauche, il allège avec le bras gauche. Voilà. Donc, c'est des spécificités qu'on retrouve, voilà, enfin, c'est deux grandes écoles hein, qui sont connues, mais malgré tout, dans certaines spécialités, hein, à la hauteur, là, on vous montrera un exemple tout à l'heure, là, il reste malgré tout quelques spécificités. Et pour rejoindre ce que disait de façon Richard tout à l'heure, en fait, après, ça, c'est juste des adaptations techniques qui sont propres à chacun, Du style. mais c'est du style. Après, les facteurs déterminants de la performance, et on est tous d'accord là-dessus, c'est vitesse d'approche, vitesse de décollage. Et dans cette phase de liaison course-impulsion, qui est vraiment l'objet de notre intervention aujourd'hui, les sauteurs les plus performants sont ceux qui perdent le moins de vitesse entre cette vitesse d'approche et cette vitesse de décollage. D'où justement l'importance de bien maîtriser donc techniquement cette phase où, de manière inévitable, il y aura toujours des freins et des blocages. Ces freins et ces blocages, il faut chercher à les limiter parce que ces freins et ces blocages ont des incidences directes et instantanées sur la performance au final réalisée, quoi. Les athlètes qui vont les plus loin sont ceux qui sortent de la planche le plus vite. Les athlètes qui vont les plus hauts sont ceux qui décollent, le plus vite, tout simplement. Si on veut vraiment simplifier les choses au maximum, voilà, c'est important de leur préciser. Et après, ces adaptations techniques, on a parlé tout à l'heure hein, sur la deuxième diapo, hein, je remonte rapidement sur les slides, hein, des points communs hein, qu'on retrouvait en fonction des différentes disciplines. Mais voilà, on peut avoir quelques petites adaptations spécifiques qui ont des effets de style, comme le disait très bien Manu, propre à chaque sauteur. On les regarde en vidéo. On les regarde en vidéo. On a fait. Hop. On va commencer par le triple saut. Là, c'est Jonathan Edwards, évidemment, qui lui est en opposition. Donc, lui, la recherche de son équilibre dans le saut se fait par le bras opposé à la jambe libre à chaque fois. Et il n'y a que sur le ramené ou à la fin, sur son dernier saut, qu'il est sur une action simultanée des deux bras. Mais sinon, que ce soit l'impulsion. Sur le cloche ou la foulée, il est en opposition. Et sur Ouais. longueur, le dernier, il est devant. Là, Pichardo, qui lui est vraiment dans la technique russe cubaine la plus classique, avec les deux bras simultanés toujours.
On voit bien l'armée. La cheville flex sur les reprises d'appui, avec un déroulé actif, talon pointe et un passage gratis sur l'appui. Alors là, très... Et 3P. Ah On ouais. va le revoir de face. On voit bien l'action des deux bras simultanés. Ah oui. Bien, là, le haut. Alors, Jacques, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, hein, les équilibres Bien dynamiques, sûr. des actions contralatérales, jambes d'appel et segments libres. On voit bien l'armée du pied, hein, avant la reprise d'appui. Et les fixations pendant les phases de suspension. Et le ramener. Ensuite, on va passer à la longueur. Bon, la vidéo date un peu, c'est Robert. Ouais, 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 ouais. Donc, on a choisi Robert parce que bon, c'est. Parce que déjà, on a choisi Robert parce qu'on l'aime bien. Oui. Et... Mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup de sauteurs. Il n'y a pas beaucoup de sauteurs en longueur qui sautent en bras simultanés comme lui. C'est hyper rare. Et c'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y en avait quelques-uns, mais maintenant, il n'y en a pas trop. Et on regarde la différence d'équilibre de Mike Powell, qui lui est, on va dire, classique sur un double ciseau avec un. Là, il y a de l'engagement, là. Ah, bah là. Là, tu regardes l'angle en sortie de planche, c'est quelque chose. Ah oui. Et donc, on voit un double ciseau. Alors, vidéo, là, c'est ce qu'on m'arrêter. essaie de regarder sur les spécificités au saut à la perche, c'est que Bubka, pour préparer son appel, il baisse son bouchon très progressivement et le bouchon vient en contact avec le fond du butoir directement. Et actuellement, on a le nouveau recordman du monde qui a une spécificité qui, lui, baisse son bouchon un petit peu plus tôt et le bouchon ne vient pas en contact avec le fond du butoir, mais avec le début du butoir et glisse dans le butoir. C'est très, très rare. Et cette adaptation qui est totalement personnelle a certainement été faite parce que lui, il était très léger et très rapide. Donc, il avait besoin de prendre des très grosses perches, mais pas forcément la force pour les tenir. Donc, il lâchait son bouchon un petit peu plus tôt. Voilà. Alors que les deux autres, là, Renaud et Sergueï, eux, ils viennent en contact. Quand ils baissent leur perche, le bouchon vient en contact directement avec le fond du butoir. Alors là, le problème, c'est que ça va tellement ça va vite. tellement vite, mais je pense que vous pouvez voir, si vous observez bien, que le bouchon rentre en contact avec la partie pentue du butoir, puis vient le fond après. C'est une adaptation liée au fait qu'il était très fort, très jeune, il avait besoin de prendre des très grosses perches qu'il avait du mal à porter. Et la solution, ça a été de les laisser tomber, quoi, et puis de les laisser glisser un peu. Sur le dernier passage, c'est pas celui-ci, mais. Sur le dernier passage, là, ça se voit un peu maintenant. 6,22 là, quand il tape le record. Et si un jour vous avez la chance de regarder, d'être en direct sur un bord de sautoir, vous verrez qu'il y a. Ouais, là, on le voit, le bouchon, il glisse dans le fond du butoir. Il n'est pas en contact directement. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais. Ouais, c'est bien. Donc, ce qui prouve aussi qu'il y a des styles différents et que les gens ils peuvent être bons en s'adaptant un petit peu différemment. Qui fait la richesse de notre sport. Là, ça glisse. Celui-là, on le voit bien. Allez, une dernière fois. Ouais. Donc, sur cette vue de profil, c'est là où on le voit mieux. Et après, comme pour tout, il n'y a pas de vérité. Hein. Il y a des choses efficaces et des choses pas efficaces. Barchimètre Ambéry pour la hauteur.
Donc, ce qu'on voit là sur l'avant-dernier appui, on voit Tambéry qui pose son pied plus à plat sur l'avant-dernier, alors que Barchim, lui, reste un peu plus haut sur ses appuis et attaque plus en plante de pied. On voit une prise d'avance aussi un peu plus marquée, mais ce qui est lié à ce que je viens de dire précédemment, sur la prise d'avance du bassin. Donc, parce que Tambéry descend un peu plus son avant-dernier appui, donc du coup, c'est plus facile pour lui d'engager son bassin. On retrouve ici l'inclinaison latérale du corps et l'action simultanée des deux bras chez Barchim à l'appel. Donc, impulsion pied gauche et il tire avec les deux bras en même temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a une phase de rupture quand même. On voit que sur l'avant-dernier, il ne pose pas le pied à plat. Hein. Enfin, si, là, j'ai une bêtise. Mais ça allait tellement vite sur la précédente que je ne l'ai pas vu. Il saute d'un tout petit peu plus loin aussi, Barchim. Il aurait plutôt tendance à décoller très verticalement, mais ensuite, du coup, comme il décolle d'un tout petit peu plus loin que Tambéry, après l'élévation verticale, à aller chercher la barre un petit peu plus. Et là, ce qu'on voit sur l'action des bras chez Tambéry, donc on voit que il tire surtout avec son bras droit et qu'il tire beaucoup moins avec son bras gauche à l'appel. Et il cherche, avec le bras droit, il cherche aussi à anticiper la trajectoire pour enrouler la barre. Voilà. Et pour finir, j'ai mis Holm là. C'est filmé avec une caméra à haute vitesse. Ce qui est aussi fondamental, on n'en a pas trop parlé aussi, hein, mais c'est... si, tu en as parlé un petit peu, Jean-Jacques, tout à l'heure aussi, c'est à un moment donné cette solidité, être capable de supporter aux contraintes mécaniques. Ah bah dis donc, ouais. Surtout là, on le voit bien. On voit bien. Que dure l'appel. Hein. Ah bah dis On peut donc. être sur des pressions qui peuvent être de l'ordre de 8 à 10 fois le poids de corps de l'athlète, donc sur un instant très très court. Hein. Et donc du coup, on voit très bien hein, la cheville et les incidences que ça peut avoir. Hein. Donc d'où l'importance quand même d'avoir une tonicité musculaire et un renforcement accru. Parce que voilà, le corps un petit peu comme un projectile, plus ce corps est gainé, plus ce corps est solide, plus il sera en mesure d'emmagasiner les charges produites à l'appel et de les orienter dans la bonne direction. Là, pour le coup, donc vers le haut. Et il les restitue bien. C'est également la même chose pour la longueur, pour le triple et ainsi de suite. Hein. Être capable de supporter les freins, les blocages et les grosses pressions qui est amené à supporter donc, le corps sur un appel ou sur différentes reprises de saut. Il y a un moment, j'avais vu un triple saut sous contrôle radio et c'est impressionnant à quel point le fémur se plie. Jamais j'aurais cru ça. Oui, j'ai vu ça aussi une fois. Ouais, c'est impressionnant. Tu dirais... ouais. Mais quand tu y vois, tu n'as plus envie de faire du triple. Hein. Ouais. Non, mais tu amènes des parents, puis tu leur fais voir la vidéo, c'est fini, ils vont faire autre chose. Hein. Ouais, des fois, il vaut mieux pas trop regarder au ralenti. Non. Ça peut faire peur. Ouais. On en a déjà assez des ports, on ne va pas en créer. Exactement. Voilà la petite vidéo. Voilà, donc pour résumer, donc qu'est-ce qu'on a mis là? On va le lire ensemble. Là. L'analyse des techniques de préparation à l'appel dans les sauts athlétiques implique de comprendre les éléments clés de la phase de préparation à l'appel, ainsi que les principes biomécaniques et techniques associés à cette phase, encore une fois, qui est cruciale et fondamentale. On a listé des mots-clés et des pistes de travail. Hein. Voilà. Mais encore une fois, et c'est là que c'est intéressant d'échanger aussi entre coachs, hein. Les mots importants hein, dont on a parlé, hein, c'est la position donc, du corps à l'appel, ou en tout cas sur les 3 derniers appuis. On a parlé des termes très importants, hein, vitesse d'approche, vitesse de décollage et la relation entre les deux. L'idée étant d'arriver le plus vite possible à une vitesse qui est encore une fois gérable par le sauteur, qui est donc gérable d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue physique. Voilà. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, à un moment donné, dans cette phase-là, il y aura une perte de vitesse et que cette perte de vitesse-là, il faut chercher à la minimiser pour avoir la meilleure performance possible in fine. La position du pied à l'appel. Donc, on a
On est parti, voilà, on constate qu'on est, en fonction des disciplines, sur un pied un peu plus armé, avec des spécificités propres à chaque sauteur, hein. Sur Bubka, on avait constaté qu'il n'y a pas forcément d'armée, hein. Que Bubka, il était très fort, mais qu'il n'était pas totalement efficient parce que sa pose de dernier appui se faisait pointe de pied un peu tendue et donc en freinage. Après, voilà, quoi, il freine, mais il va tellement plus vite que à la fin, il ressort quand même plus vite que les autres parce qu'il démarre avec 1 km/h de plus et même s'il perd un demi-kilomètre-heure par rapport aux autres, bah, il a toujours un peu de marge. C'est aussi pour ça que l'observation du haut niveau à copier, ce n'est pas forcément une bonne idée dans tous les cas. C'est-à-dire que le gars peut être le meilleur du monde, mais ne pas être totalement efficient. On a failli vous mettre Sotomayor dans le montage vidéo, mais on s'est dit. Ouais, je l'ai vu, moi. C'est bon. On s'est dit que il y en avait qui allaient avoir mal aux genoux et au dos, rien qu'à regarder. Donc, Ouais. Même pour Pichardo, hein. Pour Ouais, Pichardo, même pour quand tu vois la Pichardo, vidéo, Pichardo, Ouais, très juste. clairement. Pichardo, il me fait mal au lombaire. Regarde. Et la manière dont il descend pour monter sur son cloche, enfin, c'est. Ah oui. Voilà. Moi, enfin, en tant que coach, je trouve ça énervant qu'un mec comme ça soit champion du monde. Tu vois. C'est clair, hein. C'est pas à montrer, hein. Ah, Après, il a le corps pour, mais il a une grave blessure quand même, hein. Il a réussi à revenir à son niveau. Mais la manière dont son centre de gravité descend pour remonter dans son cloche, enfin, ouais. c'est n'importe quoi. Il vaut mieux éviter d'apprendre ça aux jeunes. Il y a un terme là dont on a très peu parlé, enfin, je trouve, mais on est tous d'accord pour que la coordination membre inférieur et membre supérieur au moment de l'appel est aussi un déterminant. Les membres inférieurs vont chercher à exercer les forces et à nous propulser du sol. Et si on se sert bien des membres supérieurs en même temps, ils vont viser à alléger le corps au moment du saut. Donc c'est hyper important. Et moi, je parle souvent en fait de manière très simple, hein, coordination main-pied. Et c'est quelque chose qui peut être relativement complexe à réaliser. Et quand on voit la longueur plus ou moins importante qu'il peut y avoir entre le bout du gros orteil et l'extrémité des membres supérieurs. Mais on voit très bien que s'il y a un manque de précision sur ce timing au moment de l'appel, pareil, ça a une incidence phénoménale sur la performance. Ça crée des contretemps. Des contretemps, des blocages, des pètes, enfin des douleurs, et ça va moins haut, ça va moins loin. Et on en parlait aussi très justement, là, tous ensemble aussi, tout à l'heure, hein. Jean-Jacques t'en a beaucoup parlé aussi, de gainage et de tension musculaire. Très important, le mot moduler. C'est qu'à un moment donné, pour être fort à un moment donné, à un instant T, il est important d'être relâché en amont. Et plus vous êtes relâché en amont, plus vous pourrez exercer de force derrière. D'où l'importance du relâchement. Et je trouve que s'il y a vraiment une discipline où on l'aperçoit et c'est vraiment très très bien illustré, c'est au triple saut. Sur ce qu'on appelle aussi souvent les temps forts et les temps faibles. Donc Gaëtan pourrait très bien nous parler. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est dur pour des jeunes de rentrer, comme on dit, pleine balle sur la planche si tu ne maîtrises pas les temps faibles et les temps forts. C'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça que sur les élans réduits, c'est là où on peut commencer à travailler les temps faibles et les temps faibles, temps faibles et temps forts, pardon. Parce que c'est la base triple saut. Pour faire un bon sauteur, il faut d'abord avoir quelqu'un qui est un peu fêlé, qui n'a pas peur de se jeter dans l'inconnu, qui n'a pas peur de tout ça. Et puis après, il faut lui apprendre une maîtrise pour lui faire sauter les derniers verrous, en fait. Ouais, c'est comme moi je l'étais un peu, Manu, tu m'as connu cadet, voilà, je rentrais dedans et puis après j'ai appris à sauter, quoi. Ouais. Mais il vaut mieux rentrer Au dedans. départ, il y avait de l'engagement. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est l'engagement. Et après, la technique, ça se travaille. Mais si l'engagement, si tu l'as pas. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu n'as pas de petit grain de folie, c'est même pas la peine. Et au trip, c'est pire qu'ailleurs. Alors. En fait, dans tous les sauts, il faut avoir cette volonté de se jeter dans l'inconnu, d'aller chercher des choses qu'on ne connaît pas, Voilà, exactement. C'est ça. Être un aventurier, en fait. Ouais. Complètement. Faut pas être dans son canapé le dimanche à regarder la télé, quoi. C'est bien parce que tu as mis un peu de poésie dans la soirée, tu vois. Je suis un grand poète, moi, si vous saviez.
Bon, et moi pour ma petite touche de poésie, moi j'avais souvent tendance, donc à la hauteur, hein, à me dire, je vais essayer de travailler techniquement sur les premiers et deuxième essais. Donc j'écoutais mon coach et sur le troisième essai, j'avais plutôt tendance à débrancher le cerveau, à écouter personne La mettre à part. et à sauter à la mode barbare, voilà, pour la poésie. J'aimais bien, je posais le pied et, et on voyait bien ce qui se passait derrière. Eh Advienne que ben, mais heureusement qu'il reste la spontanéité comme ça. Autrement, ça ne serait pas du saut, hein. Non, non, c'est bien ça. Voilà. Tu allais dans ce que tu connaissais pas, en fait. Tu allais découvrir autre chose. Donc, c'est parfait. ouais. Ah, mais la technique, c'est bien, mais à un moment donné, il ne faut pas que ce soit un frein, quoi. Voilà. Voilà. Donc, à un moment donné, si tu arrives à l'assimiler, si tu arrives mais on part du principe que quand tu es en compète, de toute façon, toutes les choses techniques que tu cherches à assimiler avec ton coach, hein, sur des situations réduites ou à un moment donné, il Faut faut débrancher. espérer que tout ça soit à peu près automatisé. Voilà. Faut faire ce que tu sais faire et rajouter et on y va, quoi, après. Ouais. On rajoute l'adrénaline, l'envie Ouais, bien l'envie de sûr. s'imposer par rapport aux autres, et voilà, quoi. Puis de rester dans le concours. Oui. Dans les concours où nous, la perche et la hauteur, on a 3 essais à chaque barre. Donc voilà, tout est encore possible au troisième et dernier essai. Bon, bah, top, hein. Il y a des, Il y a encore des questions. des choses à ajouter ou des choses qu'on aurait omises. Non, je pensais à un truc comme ça, hein. C'est la souplesse articulaire, parce que des fois on demande à quelqu'un d'avancer sur une cheville, et puis si on regarde bien, il ne peut pas le faire. Même si il veut le faire, il ne pourra pas le faire, parce qu'il est raide au niveau des articulations. Donc c'est des petits trucs quand on a des gamins, donc on peut travailler rapidement ça. En faisant du travail de pied régulièrement déjà. Voilà, je pensais à ça. Bon, les copains, j'ai été ravi que vous m'ayez accueilli. Ouais. Jean-Jacques, Bonsoir à pour tous. rebondir sur ce que tu disais, moi, s'il y a une. Pour reprendre le triple, hein, pourtant je ne suis pas un Oui, spécialiste du triple, mais c'est des choses que j'ai remarquées et qui me. Le passage sur l'appui, je oui. trouve que c'est des choses aussi. Bah, Euh, les en 3 termes P, de mobilité articulaire, c'est vraiment. bien sûr. Voilà, l'exemple de Jonathan Edwards, hein, Ouais. qui, sur chaque reprise de bond, là, si je remets la vidéo, et sur chaque reprise de bond, Bah, c'est les il 3 gagne P, quasiment un procès, mètre. passer, pousser, que vous connaissez tous, hein. Voilà, donc, Et c'est des choses, on va le revoir sur sa reprise de cloche, là. Il est en reprise d'appui, et on voit le bassin. mais il est acteur de ces reprises. Souvent, ils les subissent, les reprises, hein. On le voit, hein, ça remonte jusqu'aux oreilles. Ouais, mais sur un saut à 17 mètres, on est 15 mètres en l'air. Oui, 15 oui, mètres en oui, l'air oui, exactement. et 2 Ouais. mètres, on déroule son pied. Donc, d'où l'importance d'avoir un pied actif et fort. Ah bah, absolument, comme tu as raison, ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que les sauteurs en longueur ne travaillent pas assez la force du pied, tu vois. Un peu se servir des triples, tu vois. Voilà, ça c'est un avis personnel, hein, c'est pas. Ah ouais, il y a des éducatifs de course, moi, que j'avais vu Steve Nard proposer des trucs comme ça en course. J'avais trouvé ça super intéressant et transposable, du coup, même sur les autres sauts athlétiques. Bien sûr, même pour le sprint, le pied fort, il n'y a pas à faire, hein. Sur les partout, hein. Bon, les copains, je vous dis bonsoir. Merci de m'avoir accueilli. Merci, Fred, de toute Jean-Jacques. façon, on se On rappelle. va Et puis, clôturer aussi, hein. oui, Ouais. oui. Et puis, ma Pas de foi, mots de- j'espère bien Jean-Jacques, il a avoir décidé qu'on allait se coucher, donc on va se coucher. Oh, merci. Ouais. Non, non, Richard, vous pouvez C'est la rester. voie de la sagesse. Non, non, mais Non, mais t'as vraiment. raison, Jean-Jacques. Il est 22h30, faut se coucher. Ouais, Non, c'est mais, parfait. non, mais toi, 22h35, tu es c'est encore nickel. tout neuf. Oui, Donc, Oli. tu peux. C'est ça, ouais. Ouais. Ami de la poésie, bonsoir. Bon, bah, merci pour, Bien. tous pour cette Merci participation. à tous. Merci. Merci à Fred pour cette initiative. Bah, merci à vous, les gars. Encore une très bonne intervention de votre part, de toute façon. Ça, hein. Et donc, la prochaine, Et la prochaine, donc, c'est au mois de mars. Et si je ne me trompe pas, c'est sur la gestion des athlètes sauteurs, mais pas que, notamment en club qu'on peut accueillir. Et donc, on gère comme ça avec d'autres entraîneurs, donc sur le multi-coaching et l'orientation des profils sauteurs qu'on peut avoir. Voilà, donc celle-là, ce sera au mois de mars.
Là, on fait une petite pause vu qu'il y a les compètes qui arrivent. Donc, on se retrouve au mois de mars. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Notamment, vous avez une mail, mes coordonnées. Je retransmets à Manu, à Francis, on vous répond, il n'y a pas de souci. Le replay, il sera disponible demain, mercredi au plus tard. Et pareil, je vous le rebalance dans la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner, si vous avez des questions. Voilà, on est là pour vous, avec grand plaisir. Francis et Manu, encore merci. Et puis, on se dit tous à très vite. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir pris part à cette vidéo ce soir et d'avoir posé vos questions, participé. Toujours un plaisir pour nous. Et à bientôt sur les compètes. À bientôt. À Salut, bientôt. merci. Bonsoir à tous. Salut. Ciao. Salut, salut. Bonne nuit.